Nous sommes en direct avec Mircea Sophonéa, qui est maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à Montpellier. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Est-ce que vous partagez cette analyse des deux professeurs qu'on vient d'entendre? Le pic des contaminations est atteint et on est relativement optimiste. Bonsoir. Alors, concernant la déclaration d'Arnaud Fontanet, oui, tout à fait. Il y a vraiment un signal qui va dans le sens d'un pic qui soit a été récemment atteint en Île-de-France, en Corse. En Corse, c'est encore plus net, mais et qui reste à venir pour le reste des régions et au niveau national. Donc, la mesure qui permet de dire que le pic a été atteint sur la base des dépistages, ce qu'on appelle SIDEP, c'est le nombre de reproductions, c'est-à-dire le nombre moyen d'infectés secondaires par personne contagieuse. Actuellement, il est autour de 1,2. Il a bien baissé depuis plus d'une semaine. Il avait été jusqu'à 1,7. Donc, on se dirige vers ce seuil qui est 1, vous savez, et à partir de là, on sera en décrue. Et vraisemblablement, les aspects à la fois virologiques et épidémiologiques, ces arguments vont dans le sens d'une décrue qui sera maintenue. Maintenant, je crains un peu ce discours qui est qu'une fois que le pic est passé, c'est fini. Le pic, c'est que la moitié de la vague. Et selon les vagues, la précédente, par exemple, la vague Delta de cet été, eh bien, a connu une décrue qui était plus lente que la montée. Et il faut s'en méfier. Il peut y avoir l'ordre de grandeur en termes de cas est à peu près le même au niveau de la montée que de la décrue. Donc, il faut considérer quand même que même si l'incidence baisse, que le virus circule toujours et qu'il y a toujours un afflux vers les hôpitaux, et c'est bien ça la crainte. Concernant la déclaration de M. Frogen, alors je ne sais pas d'où il sort que la pandémie va se terminer avec ce premier signal. On n'est même pas arrivé au pic officiellement, que déjà on parle de fin de pandémie. Qu'il y ait une fin de vague Omicron, oui, le mois de mars sera très favorable en ce sens. De là à dire qu'il y aura plus de SARS-CoV-2 qui a circulé en France ou dans le monde, c'est une fable. Alors donc voilà, on entend bien, pas trop d'optimisme et la décrue de l'Omicron peut être lente. Elle n'a pas été si lente au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on peut se projeter dans quelque chose qui est plus rapide. Mais néanmoins, vous dites qu'il y aura un grand nombre de cas encore pendant les semaines qui viennent et vous nous dites jusqu'au mois de mars ? Alors, les cas continuent, donc il y aura toujours une circulation et il y en aura de moins en moins. Donc l'incidence va baisser. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir du pic, le virus ne circule plus. Il y aura encore des dizaines, il y aura encore des dizaines de milliers de cas pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on arrive à des niveaux d'incidence qui seront faibles. Et au-delà, tout dépendra de l'efficacité du vaccin vis-à-vis d'Omicron sur le temps long, en tout cas à moyen terme, ce qui donc pour le mois d'avril pose question. Donc, le mois de mars est encore, on peut être optimiste comme vous le dites, et à partir du mois d'avril, la question se pose, même si nous serons quand même fortement aidés par la météo qui nous permettra de vivre davantage à l'extérieur, les jours étant plus longs et plus chauds, et ce sera Juste parce qu'on est dans un contexte de campagne électorale, ça voudrait dire qu'on pourrait faire des meetings au mois de mars, faire des grands rassemblements, retrouver une vie sur ce plan-là presque normale? Alors justement, tout ce que je vous dis là, c'est évidemment toute chose égale par ailleurs. Mais à partir du moment où on change le contexte sanitaire en termes de mesures et tout ce qui relève des gestes barrières, d'un côté, si la vaccination continue d'être largement suivie, forcément, ça ira dans le bon sens en termes de contrôle, puisqu'il y a une réduction de l'infection et de la transmission quand on est vacciné, même si elle n'est pas aussi élevée que l'on souhaiterait, ça d'accord. Et par ailleurs, l'autre point, c'est le relâchement des gestes barrières. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette tendance, une fois le pic passé ou à distance du pic, de dire bon, bah, maintenant c'est bon, on peut revivre normalement. Alors attention, en faisant ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est en train de changer le risque de transmission en population générale, on le rehausse. Donc, au mieux, si vous voulez, ça ne sera que ralentir la décrue, ce qui, pour les hospitaliers, n'est pas forcément souhaitable. Ils aimeraient bien quand même retrouver l'activité ordinaire le plus rapidement possible. Ça fait 2 ans qu'ils sont éprouvés. Et pour le reste, si on vraiment relâche massivement, là, il pourrait y avoir localement des petites reprises, alors pas inquiétantes ni d'un point de vue hospitalier ni autre, mais quand même, il faut considérer que le virus circule toujours, que ce n'est pas en avril qu'il va disparaître.
Alors, vous savez, vous connaissez cette question, elle revient très souvent. Quelle est votre position sur l'acquisition possible de la fameuse immunité collective? Alors, l'immunité collective, il faut très bien la définir. Est-ce qu'il s'agit, ce qui est normalement, si vous voulez, dans les livres d'épidémiologie ou d'immunologie, comme étant le niveau d'immunité dans une population, généralement d'immunité post-vaccinale, qui permet de prévenir une nouvelle épidémie d'une maladie infectieuse. Alors là, clairement, ça, c'est une chimère dans la mesure où les vaccins actuels, le variant dominant, mais c'était déjà le cas à partir du mois de juin avec Delta, eh bien, ne permettent pas d'atteindre une telle immunité collective en absence de gestes barrières. Donc, c'est uniquement si on rajoute des gestes barrières que cette immunité collective peut être atteinte, mais malheureusement, elle ne peut être atteinte que de façon provisoire du fait de l'efficacité vaccinale qui décroît au cours du temps. Donc, de fait, une immunité collective, malheureusement, elle ne peut être atteinte que en rajoutant l'immunité post-infectieuse de façon transitoire. C'est ce qui se passe en fait actuellement pour Omicron, car ce ne sont pas l'ensemble des mesures très limitées que nous avons prises qui font que le pic a été atteint, mais bien parce que les gens ont été contaminés, qu'ils ne peuvent pas être recontaminés dans les jours qui viennent, et donc cela crée en fait un épuisement du carburant de l'épidémie. Merci beaucoup, merci pour ces précisions et ces explications. Mircea Sophonéa, donc maître de conférence en épidémiologie. Merci, on va en parler avec nos chroniqueurs. Merci Barbara Lefebvre, merci Valérie Nataf, Renaud Pila, Jean-Michel Apathy de nous avoir rejoints. C'est vrai que du coup, il y a ce discours un peu optimiste qui se projette sur le mois de mars. Avec l'impression que le printemps va remplir toutes ses promesses. Est-ce que ça veut dire, alors je vais directement à la question politique, parce que je pense que c'est lié, est-ce que du coup le président, sachant que l'épidémie va aller un peu mieux, peut commencer à envisager sérieusement de se présenter comme candidat? Parce que tant qu'on est au cœur de l'épidémie, c'est inaudible. Il faudra bien, pour le coup, Emmanuel Macron, non seulement sait s'il va être candidat ou pas, on a compris que c'était oui, et il sait sans doute à quelle date il va le dire. Et après, l'épidémie, elle évolue comme elle évolue. À un moment, il faut bien qu'il dise qu'il est candidat. Donc, oui, mais c'est lié quand même. C'est un peu c'est lié, mais il y a des obligations de dépôt de signature, de collecte de signatures, de parrainage. Hein? Oui, c'est mars. Non, mais c'est le 4 mars. C'est le 4 mars, mais ça veut dire que fin février, il faut que tout soit bouclé. Les choses ne peuvent pas être bouclées et annoncer en même temps qu'on dépose les signatures au Conseil constitutionnel. Ah tiens, je les dépose parce qu'au fait, je suis candidat. Il faut quand même essayer de commencer un minimum de campagne au moins à la mi-février. Et à la mi-février, la fameuse épidémie et des contaminations, des pics ou je ne sais quoi, on y sera toujours un petit peu. Néanmoins, ce qu'il faut regarder... Non, mais à peu près, je dis à peu près à la mi-février pour que ça semble cohérent pour la suite. Quand il aura passé son discours au Parlement européen mercredi prochain, bon, après, il faudra bien qu'à un moment, j'allais dire il crache le morceau, mais c'est ça l'idée. Il faudra bien qu'à un moment, ils disent oui-non. Mais il faut que la décrue, me semble-t-il, soit quand même totalement confirmée. C'est mieux. Mais si ça l'est pas, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que quand on est président, comme d'un argument, en disant qu'il ne peut pas être candidat tant qu'il y a des décisions sanitaires à prendre qui engagent le président et qu'il ne veut pas voir vu par le prisme de la candidature. Donc, je vous trouve... Vous êtes toujours attrapé par l'insincérité en politique. Parce que ça, évidemment, quand il le dit aux Parisiens, ça sonne faux. À un moment... Quand il le dit, il ne sait pas quelle va être l'évolution de la pandémie. Oui. Et à un moment, il faudrait bien qu'il soit candidat. Non, il se trouve que la pandémie évolue dans le bon sens. Il ne peut pas tirer la ligne. Vous dites qu'il est insincère. Au moment où il le dit, il ne sait pas où va l'épidémie. Donc, il a quelques raisons à le dire. Bon, enfin, en même temps, on a vu la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud. Il y a un certain nombre de spécialistes qui ont fait quand même plus ou moins une projection et qui disent que ça devrait. Alors, ça peut baisser plus lentement parce que nous, on a eu du Delta que n'ont pas eu les autres pays. Ça peut baisser plus lentement si on va trop vite. C'est ce que disent les spécialistes aussi. Si on lâche tout trop vite, ça va baisser plus lentement. Bref, il y a des délais. Mais donc, c'est au jour près quand même. C'est à la semaine près. Oui, voilà. Et moi, je crois qu'il a bien sûr une idée du moment où il peut se déclarer candidat, mais je ne crois pas qu'il a vraiment une date en tête. Parce qu'encore une fois, tant que la décrue n'est pas totalement confirmée, il ne peut pas être partisan et candidat. Parce que, moi, je crois savoir que quand il va être candidat, ça va booster.
Bon. Non. En termes de projet. Non. Ça sera une bagarre. Ça sera une bagarre, Jean-Michel. Renaud. Mais vous pensez qu'il va pas être un candidat Non, mais ça va booster. Oui, enfin, on va faire. On va Non. pas être l'arrière. Non, mais vous écoutez, lui, il a l'habitude des campagnes, vous comprenez, c'est pas. Non, mais il n'est pas impressionné. Moi, je démarre. Il n'est pas impressionné, voilà. J'aimerais bien. Voilà, c'est ça. Lui, ça l'impressionne pas. Non, mais il est pas Un candidat. démarrage de campagne d'un président sortant. Il n'est pas candidat. C'est pas grave. On n'est pas en 1985. On n'est pas candidat en restant dans son bureau et en faisant un demi-meeting en mars et plier, c'est gagné. Il y a un vrai combat, Jean-Michel. Vous le savez. Vous avez l'habitude des campagnes électorales. Je me souviens de Nicolas Sarkozy qui disait en 2012 « Je suis à fond et j'accélère ». Oui. Bon, si vous voulez, ça m'a un peu vacciné contre ce genre de propos. Oui, mais d'accord, mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait un meeting par jour et ça a donné l'affaire Big Bang. Exactement. Et il est remonté grâce à une campagne active. Il aurait mieux fait de freiner. Non, mais en tout cas, il a accéléré, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ceux qui... Il y a des débats au sein des proches d'Emmanuel Macron sur la méthode, sur la façon, sur la date. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il doit proposer des choses. Mais les conseils... Ça ne sert à rien qu'il soit candidat, sinon. Les conseils que les uns et les autres pourront bien lui donner, ça ne changera rien. C'est lui qui décide tout mais seul. Complètement. Donc, il décidera de la forme de sa campagne, de la date de sa campagne, de ce qu'il dira, de la couleur des meetings, la couleur des affiches. De toute façon, c'est lui et lui seul qui dirige. Comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Oui, enfin, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy à chaque détail. Nicolas Sarkozy avait une équipe de gens organisés, avait un parti structuré derrière lui qui agissait. Emmanuel Macron, il est seul. Qu'il écoutait très peu, Nicolas Sarkozy. Qu'il écoutait très peu, mais enfin qu'il l'écoutait suffisamment pour que ça tienne quand même un peu la route en termes de campagne. Là, Emmanuel Macron, de toute façon, c'est lui qui décidera de son moment. Le plus important à observer, excusez-moi, c'est pas le chiffre des contaminations, c'est la question des hospitalisations. Absolument. Les hospitalisations, me semble-t-il, sont en timide, mais sont en baisse. Il y a de la pression encore. Il y a de la pression, mais il y a toujours... Les soignants qui nous écoutent. De toute façon, bien sûr qu'il y a de la pression, il y a de la pression tous les hivers et cette année en 10 fois plus. Et on sait pourquoi, mais c'est pas que la faute du Covid. Néanmoins, c'est la courbe effectivement de l'hôpital qu'il faut regarder. Et de ce point de vue, on peut voir qu'effectivement le ciel va se dégager, en tout cas en termes de statistiques, pour le président de la République. Et il pourra... Alors après, est-ce qu'il va essayer d'avoir l'audace de venir nous expliquer que c'est grâce à lui qu'Omicron a reculé ? Je dis que tout est possible au point où on en sort. Alors, en tout cas, il nous dira en tout cas que c'est peut-être le pass vaccinal, là aussi. Vous n'êtes pas favorable. Il y a une famille politique sur laquelle le Covid n'a pas d'influence, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est la gauche. Bravo. Bravo. Regardez le rolling. Regardez notre sondage du jour, puisque